Initiation à la photographie, module 12. Choisir un appareil photo. Bonjour, mon nom est Michel Gignac et je serai votre guide durant cette présentation. Si vous voulez vous abonner à ma page Facebook, vous n'avez qu'à taper amateur.photographie. Vous aurez ainsi accès aux autres modules de la même série que j'ai déposé là-bas et vous aurez aussi accès au guide d'initiation à la photographie. Quel appareil photo numérique acheter? J'ai beaucoup hésité avant de produire ce tutoriel. Il existe en effet beaucoup de chapelles fermées en photographie. Donc les uns sont d'ardents défenseurs de Nikon, d'autres de Canon ou d'autres fabricants. Si vous posez la question, chacun vous dira que son appareil est le meilleur appareil. J'ai donc essayé de demeurer neutre, mais j'ai aussi mon opinion. J'ai fait une recherche. Non, je n'ai pas essayé tous les appareils et je vous propose un résumé avec des suggestions qui semblent faire consensus. L'appareil photo idéal existe-t-il? J'ai bien peur que non. Acheter un APN est un exercice de compromis. Vous devez donc bien évaluer vos besoins avant de débuter votre recherche. Alors la question c'est qu'est-ce que je veux photographier? Des paysages, du sport, des animaux, des oiseaux, des photos de voyage, des photos de rue, des intérieurs, des photos de soir. Alors, pour certains types de photographies, vous aurez besoin de certains types de capteurs et d'objectifs spécifiques. Toutes vos réponses influenceront vos choix. Par exemple, si vous voulez photographier des paysages, vous aurez certainement besoin d'objectifs grand angle. Si vous voulez photographier du sport, des animaux, des oiseaux, vous aurez à ce moment-là besoin d'une focale variable qui est relativement longue, une 500-600 mm par exemple, ou l'équivalent. Si vous voulez faire de la photographie de voyage, vous aurez besoin d'un appareil qui est peut-être léger à transporter. Pour la photographie de rue, vous rechercherez un appareil photographique qui est discret. En effet, les gros appareils photo ont tendance à faire fuir les personnes sur la rue. Si vous voulez par contre photographier des intérieurs ou des photos de soir, vous aurez besoin d'un appareil qui a à la fois un capteur sensible, donc on peut facilement monter en ISO, ou encore qui a un objectif très grand angle afin justement de pouvoir prendre des intérieurs et ne pas être pris avec un objectif qui ne permet que prendre une toute petite partie de ce qu'on veut photographier. Pour certains types de photographies, vous aurez besoin de certains types de capteurs, donc des objectifs spécifiques. Toutes ces réponses vont donc vous influencer dans le choix de votre appareil. Qu'est-ce que je veux faire avec mes photos? Un autre facteur déterminant le choix de votre appareil, c'est l'utilisation que vous ferez de vos photos. Si vous voulez les partager sur le web avec vos amis, à ce moment-là, le choix du capteur n'est pas aussi important parce qu'effectivement, comme vous l'avez sans doute tous plus ou moins remarqué, quand on publie nos photos sur le web, nos bons amis de Facebook ou de Instagram, par exemple, se font un plaisir de compresser nos images et donc toute la belle définition qu'on avait avec nos images en est ainsi grandement réduite. Par contre, si vous voulez faire des impressions grand format sur papier, sur toile ou sur d'autres supports, évidemment à ce moment-là, vous aurez besoin non seulement de beaucoup de mégapixels, mais vous aurez également besoin d'un capteur qui a un format qui est relativement grand, justement pour aller tirer profit de cette belle définition de vos images. Donc, les impressions impliqueront que vous acheterez un appareil photo avec un capteur plus grand format. Encore une fois, votre réponse influencera directement le choix de votre appareil photo. J'ai maintenant, à partir de mes recherches, regroupé les appareils photo en différents groupes. Il y en a 2 groupes, de même qu'en différentes catégories. Alors, on va commencer par la première catégorie ici, qui est la catégorie des appareils petits capteurs ou des capteurs 1 sur 2,3 pouces. Les appareils photo de cette catégorie sont les derniers compacts à survivre au téléphone intelligent. En effet, depuis quelques années maintenant, tous les téléphones intelligents sont munis d'un appareil photo
Et évidemment, beaucoup de gens se servent de leur téléphone intelligent plutôt que d'utiliser un appareil photo, ce qui fait que tous les appareils photo de bas de gamme sont appelés plus ou moins à disparaître à plus ou moins brève échéance. Alors, ceux qu'on va voir aujourd'hui sont ceux qui ont survécu parce que, dans beaucoup de cas, ils ont un très long zoom, ce que vos appareils photo n'ont pas. Alors donc, ils ont quand même un petit capteur. En passant, le capteur d'un appareil photo et le capteur d'un APN d'un APN qui a un capteur 1 sur 2,3 pouces ont un capteur de la même dimension. Donc, vos téléphones ont les mêmes limitations que ces appareils photo de bas de gamme. Ils sont divisés en deux sous-groupes. Il y a d'abord ce qu'on appelle communément les bridge ou les méga zooms et il y a également les APN de voyage. Les bridge ont un zoom qui peut aller jusqu'à 80x. Donc, ce sont des appareils photo qui permettent de rapprocher énormément du sujet. Maintenant, ils peuvent être relativement gros et lourds. Alors que les APN de voyage, eux, vont être empochables. Vous allez pouvoir les mettre dans votre poche. Ils ont un zoom allant de 25 à 30x. N'oubliez pas que les petits capteurs n'offrent pas une haute résolution. On peut difficilement faire des agrandissements avec les petits capteurs. Ils génèrent du bruit aussi à partir d'ISO 400. Donc, il est difficile de les utiliser le soir ou dans des situations où l'ombre est importante. Ils s'adressent à ceux qui cherchent une solution qui est plus facile et leur prix varie de 500 $ ou 330 € à 800 $ ou 550 €. La deuxième catégorie maintenant, les appareils de cette catégorie-là qu'on peut retrouver sont ceux qui sont listés ici. Par exemple, chez Canon, vous allez avoir le PowerZoom SX60 qui a un viseur numérique. La même chose pour le Canon P900 avec un viseur numérique, le Lumix DMC FZ300 ou le DSC HX400V. Du côté de Canon, maintenant, dans les mégazooms de voyage, donc qui sont plus petits, on va retrouver le Canon SX720HS, le DMC ZS60 de Panasonic qui a aussi un viseur numérique, de même que le Cybershot HX90V qui est aussi doté d'un viseur numérique. Les choix qui sont proposés sont d'abord le Lumix DMC FZ300, suivi du Canon P900 et finalement le Sony HX90V, je m'excuse. Alors, si on regarde ces appareils photo, on les voit ici. Le Lumix FZ300, qui était le choix numéro 1, a un zoom de 24x. Il est de type réflexe et c'est un appareil qui est relativement gros. Alors que le Sony Cybershot HX90V est muni d'un zoom 30x et c'est un type de poche. Alors même si ici il apparaît de la même grosseur que l'autre, il est quand même relativement petit par rapport à l'autre et il est facile à transporter. On peut voir aussi ici qu'il est doté d'un viseur numérique. C'est important parce que souvent en voyage, quand on fait des photos en extérieur, si on n'utilise que l'écran pour faire la visée, à ce moment-là, on aura souvent de la difficulté à avoir des horizons droits, à bien voir l'image, à bien cadrer le personnage et à bien exclure peut-être des objets qu'on ne veut pas voir apparaître à l'intérieur de notre photo. Maintenant, passons à la catégorie suivante, les APN à objectif fixe sans zoom. Alors, ces appareils sont des appareils photo qui sont dans une catégorie qui est très nichée. Elles ont un objectif fixe à une seule distance focale, donc il n'y a pas de zoom sur ces appareils-là et on ne peut pas changer les objectifs. L'objectif est en général très rapide, donc c'est souvent un objectif avec une ouverture du diaphragme à f2. Il a un capteur APS-C ou plein format, donc ce sont des appareils qui ont quand même de grands capteurs. On peut les utiliser le soir. Ils génèrent du bruit à un ISO élevé, souvent supérieur à 3200. Il est possible donc de faire des photos à l'extérieur le soir. Ils sont légers. On peut faire des agrandissements avec ce type d'appareil-là et il s'adresse évidemment à des puristes.
Leur prix varie de 1000 ISO ou 650 euros à 5700 $ ou 3800 euros. Donc, ce sont des appareils qui sont très dispendieux et qui s'adressent à une clientèle spécifique. Maintenant, dans cette catégorie-là, donc des appareils sans zoom, on retrouve le Fujifilm X70 et le X100F avec un viseur numérique qui est la première recommandation. On retrouve aussi un Ricoh GR2 qui est la deuxième recommandation. Dans la série Sigma DP Quattro, il y a plusieurs modèles. Si vous êtes intéressé, vous pourrez faire une recherche là-dessus. Il y a également le Leica Q type 116 avec aussi un viseur numérique, de même que le Sony Cybershot DSC RX1R2 avec un viseur numérique aussi. J'ai deux exemples ici pour vous, donc le Fujifilm X100F qui a un capteur APS-C de 24 mégapixels, de même qu'un viseur hybride qui peut être ou bien optique ou bien numérique, et une lentille ou un objectif de 35 mm f2. Je vous présente aussi cet appareil-là qui est peut-être un des plus dispendieux de la gamme, le Cybershot DSC-RX1R1, qui a un capteur plein format de 42,4 mégapixels, qui a un viseur très haute résolution ici qu'on peut voir, de même qu'un objectif 35 mm f2. Alors, je vous ai présenté cet appareil-là, même s'il ne faisait pas partie des choix, parce que c'est quand même un des appareils prisés dans la gamme de ce type d'équipement-là. Maintenant, dans la troisième catégorie, on va parler des appareils à objectif fixe, mais de type zoom. Alors, contrairement à ceux qu'on a vus tantôt, ils ont des petits ou des longs zooms. Maintenant, leurs capteurs sont plus gros. Au lieu d'avoir un capteur 1 sur 2,3 pouces, ils ont des capteurs 1 pouce, 1,5 pouces ou des capteurs micro 4/3. Alors, pour ceux qui recherchent un APN qui va quand même leur donner accès à une belle qualité d'image, tout en ayant un zoom qui peut être relativement long, à ce moment-là, on devrait regarder dans cette catégorie d'appareils photo. Certains sont très compacts, voire empochables. Ils ont un zoom de 3x ou 5x. D'autres sont de la taille des réflexes. Ils ont un zoom de 20 à 25x et ils s'adressent à des personnes qui veulent les avantages d'un réflexe sans avoir à transporter de nombreux objectifs. Leur prix varie de 800 $ ou 550 euros jusqu'à 1500 $ ou 1000 euros. Donc, dans cette catégorie-là, ici, on retrouve dans les petits zooms, il y a le Canon PowerShot G5X, le G7X Mark II, le G9X Mark II aussi. Il y a le Panasonic Lumix DMC LX10, LX15. Quand il y a deux numéros ici, c'est que pour un, c'est l'appellation nord-américaine, pour l'autre, c'est l'appellation européenne. Il y a également le Lumix ZX100 ou TZ100 à viseur numérique et également toute la série des DXC RX100 de Sony, donc le RX100, le Mark II, le Mark III, le Mark IV et le Mark V. Vous remarquerez qu'à partir du Mark III, il y a un viseur numérique, alors que pour les autres modèles, c'est un écran pour faire la mise au point et faire le cadrage. Dans la catégorie des longs zooms, on retrouve le PowerShot G3X, le Lumix FZ1000, 2000 ou 2500, le Lumix ZX100 ou TZ100, de même que le Cybershot DXC-RX10, Mark II et Mark III. Finalement, dans la catégorie des capteurs 1.5 pouces, on retrouve le Cybershot G1X Mark II et le Lumix LX100 qui, lui, dispose d'un viseur numérique. Excusez-moi. Vous aurez compris que tous ces appareils-là, ici en haut, ont un capteur d'1 pouce.
Alors, deux exemples de ces appareils photo. Le premier qui est le Lumix DMC LX10 ou LX20, selon le marché où vous êtes localisé. Et finalement, le DMC FZ100. J'ai choisi ici cette image du FZ100 afin que vous puissiez voir que lorsque le zoom est complètement sorti de l'appareil, ça vous donne un appareil qui est quand même relativement gros. Et même quand le zoom est à l'intérieur de l'appareil, quand l'appareil est fermé, il reste que l'appareil va venir jusqu'ici. Donc, ça vous donne un appareil qui est quand même relativement gros et qui est relativement pesant aussi. Alors, avant de faire votre choix d'APN, que ce soit pour cette catégorie d'appareil ou pour toute autre catégorie d'appareil, je vous suggère fortement de vous rendre chez un revendeur et de les prendre en main et de voir si vous êtes content et satisfait par le genre d'appareil que vous avez choisi d'acheter. Maintenant, dans la quatrième catégorie, on va regarder les appareils bas de gamme à objectifs interchangeables. Alors, ces appareils ont donc un objectif interchangeable. Ils peuvent transférer, dans la plupart des cas, les fichiers en Wi-Fi ou en Wi-Fi, dépendamment de là où vous êtes localisé. Ils visent une clientèle de débutants. Certains sont réflexes. D'autres sont des appareils sans miroir. Ils donnent de très bons résultats pour le prix. Ces APN sont très souvent pour apprendre la photographie. Alors, ceux qui cherchent un appareil d'entrée de gamme pour commencer à faire de la photographie, les appareils de cette catégorie-là vous seront certainement utiles pendant plusieurs années. Leurs prix varient ou sont situés aux environs de 650 $ ou 450 €. Alors, dans cette catégorie-là, on retrouve avec des capteurs APS-C, des Canon OES M10, les Rebel T6 ou 1300D en Europe, les Fujifilm X-A3 ou le Fujifilm X-A10, le X-A3 étant un choix recommandé, le Nikon D3400 qui est un réflexe, qui est un choix aussi recommandé, et le Sony Alpha A5100 qui est aussi un choix recommandé. Vous remarquerez que dans cette catégorie-là ici, ou en fait dans toute la catégorie, il y a deux appareils réflexes, il y a le Rebel T6 et il y a le Nikon D3400. Dans le micro 4/3, il y a le Olympus Pen EPL8 et le YIM1, qui est un appareil photo japonais, nouveau sur le, chinois, nouveau sur le marché. Et dans le capteur 1 pouce, vous avez également le Nikon 1J5. Alors, deux exemples, plutôt trois exemples cette fois-là, et ce sont les trois recommandés, le Fujifilm X-A3, le Nikon D3400, de même que le Sony A5100. Alors ici, on a un appareil réflexe, ici, on a un appareil avec un viseur numérique, et ici, on a un appareil qui n'a qu'un écran optique pour faire la mise au point et le cadrage. Maintenant, dans la dernière catégorie de ce groupe-là, il y a les appareils à optique interchangeable de moyenne gamme. Alors donc, les appareils de cette catégorie ont les mêmes caractéristiques que les appareils de la catégorie précédente, mais ils visent une clientèle qui est plus exigeante. Certains sont des réflexes, d'autres sont sans miroir. Ils donnent de meilleurs résultats pour le prix. Et leur prix varie entre 650 $ ou 450 € et 1000 $ ou 660 €. Dans cette catégorie-là, on retrouve les Canon OES M3, M6 qui sont des appareils sans miroir, le Rebel T7i ou 800D qui est un réflexe, qui est la première recommandation. Le Fujifilm X2S et le XT20, qui sont des appareils sans miroir, qui ont des viseurs numériques cette fois-ci, qui est la deuxième recommandation pour le XT20. Le Nikon D5600 et le Pentax K70, qui sont des réflexes. Le Sony Alpha 6000, qui a un viseur numérique. L'Olympus OMDEM10-2. Le Panasonic Lumix DMC GX85 qui a un viseur numérique et le Panasonic Lumix DCGX850 ou GX800/GF9, dépendamment du marché où vous vous localisez.
Finalement, voici donc deux exemples de ces appareils. Le premier, le Canon OES Rebel T7i, est un réflexe, et le Fujifilm X-T20, même s'il ressemble étrangement à un réflexe, c'est quand même un appareil avec un viseur numérique et qui est un appareil sans miroir. Dans le deuxième groupe maintenant, on va aller plus rapidement parce qu'on s'adresse à des gens qui ont probablement plus d'expérience en photo et qui ont déjà une bonne idée du type d'appareil photo qu'ils recherchent. Donc, ce sont des appareils photo à objectifs interchangeables que je qualifierais de haut de gamme. Les capteurs sont habituellement de type APS-C ou micro 4/3. En plus des caractéristiques qu'on avait dans les autres appareils précédents, des autres appareils à objectifs interchangeables précédents, ceux-là ont une meilleure sensibilité ISO, ils ont de meilleures fonctions vidéo, ils donnent d'excellents résultats et leur prix varie entre 1500 $ ou 1000 € et 2500 $ ou 1650 €. Alors, dans cette catégorie-là, on retrouve les Canon EOS 80D qui est un réflexe et le M5 qui est un appareil sans miroir, le Rebel T6S ou 760D qui est un réflexe, le Nikon 7200 qui est un réflexe également et qui est la première recommandation, le Pentax K3 II qui est un réflexe, le Sony ALT A77 II qui est également un réflexe, le Sony Alpha A6300 qui est un sans miroir, le OMD EM5 II qui est aussi un sans miroir, le Lumix DMC G85 ou G80 qui sont deux appareils qui est un appareil sans miroir et le DMC GX8 qui est aussi un appareil sans miroir. Alors, les deux appareils qui sont recommandés dans cette catégorie-là, ce sont le Nikon D7200 ou le 800D, dépendamment de votre marché, et le Lumix DMC G85 ou G80, qui, même s'il ressemble étrangement à un appareil réflexe, est un appareil avec un viseur numérique. Je vous ferai remarquer que ces appareils-là sont souvent utilisés pour faire de la vidéo. Je parle ici des Lumix. Dans la catégorie suivante, que j'ai qualifiée de très haut de gamme, on retrouve évidemment les caractéristiques des catégories précédentes, mais en plus, on vise une clientèle qui est très exigeante, il y a plus de contrôles qui sont disponibles à l'extérieur de l'appareil, donc au lieu d'aller régulièrement dans les menus pour changer des paramètres, on peut le faire à partir de boutons qui sont situés à l'extérieur de l'appareil. Ils ont une sensibilité ISO qui est supérieure aux catégories précédentes. Ils ont d'excellentes fonctions vidéo. Ils donnent également d'excellents résultats et leur prix varie de 1500 $ ou 1000 € à 4500 $ ou 3000 €. Dans cette catégorie-là, on retrouve les Canon 7D Mark II, qui est un réflexe, le X-Pro 2 de Fuji, qui est un sans miroir, le XT2 de Fuji, qui est également un sans miroir, qui est notre première recommandation, le Leica T, type 701, le Nikon D500 qui est un réflexe, qui est notre deuxième recommandation, le Sony Alpha A6500, l'Olympus OMD EM1 Mark II, qui est un sans miroir, le Pen F qui est aussi un sans miroir et le Lumix Panasonic DMC GX4 qui est également un sans miroir. Je parlais tantôt des appareils qui sont recommandés pour faire de la vidéo. Le dernier Lumix qu'on vient de voir là, fait partie de cette catégorie-là. Alors, on a deux exemples ici. Le XT2, qui est un sans miroir, même s'il ressemble aussi à un réflexe, et le D500, qui est un appareil photographique réflexe. Dans la catégorie maintenant des interchangeables plein format, évidemment, la caractéristique principale de ces appareils, c'est qu'ils ont des capteurs plein format, donc de grands capteurs. Ils visent une clientèle exigeante et fortunée. Certains sont réflexes. Sony est le seul à offrir des sans miroirs dans la catégorie des pleins formats. Les réflexes sont gros. Ils offrent un grand choix d'objectifs. Ils ont une grande sensibilité ISO, ils donnent d'excellents résultats et les prix varient de 1500 $ ou 1000 € à 4500 $ ou 3000 €.
Alors, dans cette catégorie-là, on retrouve le Canon OES 6D, qui est un réflexe, le D610 de Nikon, qui est également un réflexe, le Pentax K1, qui est un réflexe, qui est la première recommandation, le Sony A7, qui est un sans miroir, le Sony A7 II, qui est aussi un sans miroir, qui est la deuxième recommandation, et le Sony A7R. Alors, deux exemples ici des boîtiers. Vous avez le K1 de Pentax, qui est un appareil photoréflexe, et vous avez le A7 II de Sony, qui est aussi qui est un appareil photo sans miroir. Finalement, et c'est là qu'on va arrêter aujourd'hui notre présentation sur les pleins formats semi-pro. Alors évidemment, ces appareils, on retrouve là des capteurs plein format qui visent une clientèle de professionnels ou d'amateurs chevronnés. Certains sont réflexes. Sony est le seul toujours à offrir des appareils dans cette catégorie-là. Vous avez encore plus de contrôles qui sont disponibles à l'extérieur. Ce sont de gros appareils réflexes. Ils offrent un grand choix d'objectifs. Ils ont une excellente sensibilité ISO, donnent d'excellents résultats. Ces APN sont robustes. En fait, ce sont des outils de travail. Les prix varient de 1500 dollars à 1000 euros ou 1000 euros à 4500 dollars ou 3000 euros. Quand on entre dans les catégories des semi-pro ici, même des pleins formats ou des appareils professionnels, souvent on aura des attributs comme par exemple des appareils photo qui ont été fabriqués pour être utilisés par mauvais temps, par exemple. Ça fait partie des caractéristiques spécifiques de certains de ces modèles-là. Et un peu comme un ouvrier qui travaille sur un chantier de construction, qui s'achète non pas une perceuse à 80 $ ou à 50 €, mais bien une perceuse à 400 $ ou 300 €. C'est évident que ces appareils-là sont robustes. Ils peuvent supporter un train d'utilisation qui est difficile. Et aussi, ce sont des appareils que vous pourrez utiliser pendant de nombreuses années. On s'entend qu'un amateur de la photographie va faire quelques dizaines de milliers de photos par année, alors qu'un professionnel va peut-être faire près d'une centaine de milliers de photos par année. Donc, ça lui prend un appareil qui est robuste avec des composantes à l'intérieur qui vont lui permettre de l'utiliser pendant un certain temps afin d'amortir sa dépense. Alors, dans cette catégorie-là, on retrouve le Canon 5D Mark IV qui est un réflexe, le 5DS qui est un réflexe ou le 5DSR qui est aussi un réflexe. On retrouve le Leica M10 qui est aussi, qui n'est pas un réflexe, mais qui est un appareil à ce qu'on appelle un rangefinder en anglais, donc c'est un appareil qui utilise un viseur optique en fait. Il y a le Leica SL qui est un sans miroir, le Nikon D750 qui est un réflexe, le D810 qui est un réflexe et les Alpha A7R2, A7S2 et le A99, les deux premiers étant des sans miroir et le dernier étant un réflexe. Les recommandations dans cette catégorie-là, le D750 de Nikon et le Alpha 7R2. Alors donc, ça conclut notre présentation pour aujourd'hui. Pour ceux qui sont intéressés, en vous rendant sur ma page Facebook, vous pouvez toujours télécharger le petit guide d'initiation à la photographie. Maintenant, cette section-là sur les APN n'est pas comprise à l'intérieur du guide. Elle fera probablement partie de la prochaine édition. Alors, je vous remercie de votre attention. Et je vous souhaite de bien utiliser vos appareils, de bien faire votre choix d'appareil photo, en n'oubliant pas de regarder évidemment les caractéristiques que vous recherchez. Et là-dessus, je vous remercie de votre attention et à bientôt.